Manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Nous sommes vendredi 17 juin 2022. Merci de votre fidélité. Merci de nous regarder un peu partout à travers le monde. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité que nous décryptons ici à 380 degrés. Pour votre bonheur, vous pouvez également interagir au sujet ici développé en nous écrivant au 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, il vous suffira juste d'ajouter l'indicatif de la Guinée plus 224 ou le 00224 ou réagir sur Twitter au hashtag espace GG. Nous ferons le plaisir de relayer vos messages dans la deuxième partie de l'émission. Merci à Sola Media qui relaie également les GG sur Grande Gueule Espace TV. Merci de votre fidélité. On le disait tout à l'heure, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. La Guinée à la croisée des chemins, justement. La transition militaire en cours depuis le 5 septembre 2021 fait face à plusieurs équations qu'il va falloir résoudre au cas par cas, avec d'un côté la CEDEAO qui brandit le chiffon rouge des sanctions et de l'autre des forces internes qui dénoncent la conduite de la transition par le CNRD. Elle menace de se faire entendre. Au milieu de toutes ces pressions, le colonel Doumbouya et son gouvernement affichent une certaine sérénité. Mais la question aujourd'hui qui est sur toutes les lèvres, que faire pour freiner ces assauts et permettre à la transition de se dérouler sans fausse note? Il pose la question, Antoine Kourouma. Nous recevons ce matin l'artiste reggaeman et politicien actuel ou ancien. On va lui poser la question. Eli Kamano, qui fulmine la CEDEAO à travers son tube La route est barrée. Eli se présente-t-il désormais comme un défenseur attitré du CNRD de la transition? Nous l'entendrons ce matin dans l'émission Les Grandes Gueules. Docteur Mahmoud Bari, vous vous souvenez certainement, cet enseignant-chercheur guinéen froidement assassiné le 19 juillet 2019 à Rouen, en France. Il y a 3 ans donc, après, sa famille est toujours dans l'attente d'une justice qui tarde donc à se faire. Son épouse lance un appel à l'ensemble des Guinéens et des Africains pour une marche blanche le 9 juillet 2022 à Rouen pour rendre hommage à son époux et dénoncer le racisme sous toutes ses formes. Pour rappel donc, feu Mahmoud Bari avait été donc roué de coups devant son épouse et son agresseur. Selon la justice, atteint de schizophrénie, avait reconnu les faits. Et si tout va bien, nous essaierons donc d'avoir Madame Bari qui reviendra sur les raisons de cette manifestation. D'autres sujets donc viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules avec Antoine Kourouma avec nous. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Moussa Hiro, bonjour à tous. Bonjour Mafoudia. Bonjour à tous. Bonjour, fondateur de l'UNC, qui apparemment a suivi nos conseils par rapport aux examens, qui décide de mettre à disposition le bus de l'université en vue de transporter les élèves candidats au bac ce matin. Oui. Le transport est gratuit et les itinéraires sont indiqués sur leur page Facebook pour les candidats au bac. C'est une initiative qui est à saluer. On espère que beaucoup d'autres vont lui emboîter le pas, même si on l'attendait beaucoup plus pour les enfants. Oui, pour les enfants, parce que l'UNC, quand même, ce bus-là, moi, chaque matin, je le vois au niveau de COSA. Certainement, il attend les étudiants qui vont à cette université. Ouais. Mais c'est un acte salutaire, donc il faut encourager ce genre d'actes volontaires, civiques, qui méritent vraiment un regard particulier. Absolument, c'est vrai qu'il faut le faire. La dernière fois, on a passé un bon moment à parler de cela, des mesures qu'il fallait mettre en place, parce qu'après, on connaît la situation du pays. On a des problèmes liés à l'infrastructure routière, on a des problèmes de transport, et quand on se base sur tout ça, on peut, c'est un peu difficile, mais je pense que ce qu'il faut garder à tout moment et en toutes circonstances, c'est la solidarité. C'est la solidarité, ce côté humain. Je pense, on l'a beaucoup observé, par exemple, quand il y a eu Covid, dans beaucoup de pays où, par exemple, on voyait des gens qui se portaient volontaires pour, par exemple, venir voir une vieille personne qui est seule dans la maison. En fait, c'est ça qui apportait à manger. Qui apportait à manger, des restaurants qui offraient aux médecins qui n'avaient plus la possibilité de sortir, des gens
qui se portaient volontaires pour tenir les enfants d'un médecin, par exemple, qui ne peut pas quitter. En fait, ce côté solidarité, là, il faut le développer dans nos pays. Parce que des fois, tout ne repose pas que sur l'État. Ouais. Si on se donne la main sur certaines choses, c'est comme des particuliers, nous qui avons des véhicules. Imaginez si vous prenez 2 ou 3 ou 4 élèves dans votre véhicule, au lieu de rouler seul, ça aide des personnes. Et là, ce côté solidaire-là, il faut vraiment le développer. Et chapeau à cette université. Imaginez si tout le monde faisait pareil, peut-être qu'on ne crierait pas suffisamment, il y aurait une solution pour ces enfants, que ce soit ceux de l'examen, du BEPC, à tous les niveaux. Parce que quand vous voyez les enfants sur les motos, c'est incroyable. Imagine avec la grosse pluie de ce matin. La dernière fois, pendant le BEPC, j'ai vu un jeune homme qui était sur la moto, qui a fait collision avec une autre moto. Il était là, il est tombé, il s'est relevé. Imaginez un candidat dans cette situation. Tu arrives avec, je sais pas, avec le moral pas au beau fixe, et c'est souvent compliqué. C'est souvent compliqué. Et ce que moi je peux ajouter à cela, c'est le dispositif sécuritaire aussi qu'on pourrait bien prendre. Ce matin, par exemple, j'ai constaté du côté de Matoto, il y avait les voitures, ça venait dans tous les sens. Il y a un embouteillage qui a failli se créer là-bas, et il y a une route qui était barrée. Les gens étaient obligés de prendre leur moto, de tout faire pour passer de l'autre côté parce que c'était bloqué. Je ne cesserai jamais de le dire, lorsque il y a une situation exceptionnelle, on parle de ces examens. Justement. Il faut multiplier, doubler l'effectif sur le terrain. Ça permet d'éviter des bouchons. Mais on ne le fait pas, on laisse comme ça. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que si tous les matins, c'est un exemple, vous avez 100 personnes qui passent un espace. Quand à des occasions exceptionnelles comme ça, il y en a 200, 300, 400. Ce qui veut dire qu'il faut doubler aussi. Des mesures. Il faut prendre des mesures, mais généralement, on ne le fait pas. Et on se retrouve avec des embouteillages, et ces embouteillages même ont des effets sur des enfants. Oui. Parce qu'imagine un enfant qui est bloqué dans les embouteillages, qui sort avec un transport fixe par exemple de 2000, il a payé. S'il est bloqué là-bas, il est obligé de descendre. Qu'est-ce qu'il va payer pour aller rejoindre son centre? Je pense qu'il y a des choses que nous laissons de côté, mais franchement, c'est simplement de la négligence. Sinon, on ne pleurerait pas beaucoup. De la négligence. Alors, on en vient à ce sujet, Antoine Kourouma, gouvernance, fin de l'immersion gouvernementale à l'intérieur du pays. Oui. 4 semaines, pratiquement un mois de tournée du gouvernement Béavogui à l'intérieur du pays. Ça a commencé en forêt, en Zérékoré notamment, ensuite à Cancan, puis au Fouta, et enfin en Basse-Côte avec la ville des agrumes Kindia qui a accueilli hier l'équipe gouvernementale. Et cette tournée, il faut dire clairement on l'a tous appréciée. Tout Guinéen qui observe ce que nous traversons a apprécié l'initiative pour le simple fait que ça permet de toucher du doigt les réalités de l'intérieur du pays. Et je pense que le gouvernement, disons tous les membres du gouvernement ont pu, chacun dans son domaine, avoir touché du doigt les réalités de l'intérieur du pays, surtout ce qui concerne leur secteur. J'ai vu quelques ministres qui étaient particulièrement concernés par cette tournée. Je vais citer celui de la sécurité, monsieur Bachir Diallo, ou le colonel Bachir Diallo. On a vu d'autres ministres comme celui de l'industrie ou même celui de l'agriculture qui était tout le temps sur le terrain. On a quand même vu une tournée assez animée, où on a pu constater, c'est un constat que nous faisons, qu'il y a eu beaucoup de rencontres. Il y a même celle de la communication Rose Paula Prissemo, qui a rencontré dans la plupart des villes traversées des journalistes avec qui elle a échangé autour de leurs conditions de travail et également leurs conditions de vie. Tout cela, c'était bien beau et on l'a dit, on attend de voir les résultats. Hier, c'était la boucle. La fin du périple. Et si au départ, on avait douté, bon, c'était pas un doute, ça a été confirmé après. On avait, c'est vrai, eu des inquiétudes par rapport à un déplacement éventuel de l'homme fort du pays, de son palais doré vers Zérékoré. De son palais. C'est son palais doré, c'est un palais, c'est un petit village. Quand vous y allez, c'est assez vaste, donc il a le temps de tourner partout, parce qu'il ne sort pratiquement jamais. Et donc hier, on a été surpris. Il ne sort pas? Il ne sort pratiquement jamais. Les rares fois qu'il sort, c'est pour aller prier à Bambeto. Et parfois...
Parfois, il fait des visites inopinées dans des hôpitaux et tout cela. Mais rarement, on le voit dans les rues de Conakry. Hier... Un président, ça se voit pas dans les rues partout, oui, partout. mais parfois, c'est important que le président fasse des voyages. C'est important souvent qu'il sorte afin d'aussi aller voir comment se portent ses compatriotes à l'intérieur du pays. Donc, hier, il a fait. Il a fait ce voyage hier. Beaucoup avaient juré qu'il ne sortirait pas. On est chanceux, hein, nous, les Kindiaka. Kindia a eu droit à la visite du président, après Bofa, bien sûr, parce que Bofa a été la première ville non, on parle de l'immersion gouvernementale. Oui, justement, non. Bofa, de l'histoire du CNRD, de l'histoire de la transition militaire, Bofa a été la première ville, bon, à part du Breka, bien sûr. Ah, tu vas citer un autre endroit. Donc, non, il y a Koya aussi, il a été. Voilà. Continue. Donc, disons, au-delà de 150 km, voire près de 200, Kindia a été la première ville 135, visitée. hein. 135. Kindia a été visité par le colonel Doumbouya hier. On a vu ces images hier du colonel qui est venu présider le Conseil des ministres avec, bien sûr, tous les ministres au grand complet. Et je retiens quelques points à l'issue de ce Conseil. Et le président s'est prononcé sur 5 points essentiels durant le Conseil. C'est bien sûr l'amélioration de la gestion de crise par le gouvernement. Et ensuite, l'éclairage public, les centres de sport et de divertissement des jeunes, l'aménagement des ronds-points de la ville de Conakry et la construction de la transversale Bambeto et le carrefour de Kisoso. Ces rappels, je pense que c'est bien de les rappeler, mais pour moi, c'est une insulte à l'endroit de ces ministres. Parce qu'on n'a pas à rappeler un ministre son devoir quand même. Bah, non, ça devient... Les conseils se tiennent pourquoi? Non, ça devient incessant. On ne peut pas... Les conseils se tiennent pour rappeler... non, pas pour rappeler. Ça se tient... Faire une mise au point, tirer des leçons, mises au point. se lasser. En fait, il y a des éléments qui, pour moi, sont assez banals, pour lesquels on ne doit pas rappeler à un ministre c'est quoi son rôle. On ne peut pas rappeler au ministre... Si le président, par exemple, demande au ministre d'améliorer la gestion des crises en Guinée, ça veut dire qu'il y a un problème lié à la gestion des crises dans le pays. Il y a un problème lié à la communication gouvernementale. Le CNT l'avait rappelé à un moment donné. Lorsqu'il y a une crise, le gouvernement a du mal à les gérer. Cela veut dire que les sorties que font soit le porte-parole du gouvernement ou le Premier ministre parfois, le président de par sa sortie montre qu'il y a un souci lié à la communication, mais aussi à la façon de gérer les crises dans le pays. Donc le gouvernement doit revoir cela. Il y a eu récemment le cas des accidents de la circulation. Vous avez vu comment ça a été géré? Vous avez vu qu'il y a eu un problème lié à la communication. Il y a eu un souci lié à la remontée d'informations. Il y a eu un souci lié par rapport aux chiffres, par exemple. On a constaté largement que le ministère de la Sécurité... Il y a eu un manque de proactivité. Et de coordination. On a été surpris que le porte-parole du gouvernement ait attendu 72 heures. Les grandes gueules. De quelle manière? Sans avoir toutes les informations liées au cas d'accident dans le pays. Il a fallu ces critiques acerbes de la presse pour que pour l'accident suivant, qu'il y ait de la proactivité, de la promptitude dans la remontée d'informations. Et ça aussi, on a vu qu'il y avait quelques petits soucis. Donc, pour moi, ce rappel, c'est certes important, mais c'est aussi une insulte de leur montrer qu'ils ne jouent. C'est aussi une façon de leur dire qu'ils ne jouent pas pleinement leur rôle. Parce que quand un président rappelle aux uns aux autres... faites ceci, faites cela, alors qu'il a déjà fait au préalable, je me dis qu'il faut que le gouvernement actuel revoie certaines choses par rapport à la façon de travailler. Et pour moi, c'était bien que le président, certes, le rappelle, mais il n'a pas besoin de le faire tout le temps. Je prends le cas, parmi les 5 points cités... Tu es d'accord? Tu n'es pas d'accord? Oui, je prends parmi les 5 points cités le cas des centres de sport et de loisirs. Oui. Quand même... je me demande c'est quoi véritablement le rôle d'un gouvernement dans un pays, ou même des mairies et autres. Parce que les aires de jeu, pour moi, c'est élémentaire. Les espaces de divertissement pour les enfants, est-ce qu'on a à rappeler à un gouvernorat de Conakry, à une mairie ou à un gouvernement, que c'est important que les enfants aient un aire de jeu dans un pays? Les grandes gueules. On n'a pas rappelé cela. Ça doit être une chose qui doit leur passer par la tête automatiquement. Antoine, tu oublies qu'on est avec de nouvelles autorités. Oui, de nouvelles autorités qui... Et qu'avant, les choses se faisaient, mais peut-être pas comme... On est après d'un an de gouvernance, Madame Sow. Oui, mais si par exemple, parce que par rapport à ces heures de jeu, je me rappelle qu'on en avait parlé à un moment donné, le président en avait parlé, si ce n'est pas mis en place. Quand il le rappelle, est-ce qu'il ne doit pas rappeler? Justement, il doit s'être rappelé, ça veut dire que rien n'a été fait encore. Si le président l'a dit,
au ministre des Sports d'envisager des aires de jeu pour les jeunes et que quelques mois plus tard ce n'est pas encore fait, c'est une façon de lui rappeler, de le rappeler à l'ordre et dire que j'ai donné A-t-il tous les moyens? S'il n'en a pas, il n'a qu'à quitter, il n'a qu'à le faire savoir ou quitter son poste carrément. Parce que les jeunes ont besoin de cela. Mais on ne voit pas d'action concrète sur le terrain. Notre ministre des Sports, c'est vrai, on le voit, il aime se rajeunir, il s'habille, c'est vrai, c'est un boxeur, c'est vrai, il aime montrer ses muscles, c'est bien. Arrête ce débat de personne. Non, c'est pas un débat de personne. Je parle des actions. J'attends non, tu parles de sa personne. Qui se rajeunisse ou qu'il vieillisse, peu importe, mais qui pose des actes. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est bien de se rajeunir, mais c'est surtout bon de nous doter d'infrastructures. C'est bien de montrer qu'on n'a pas vieilli encore, mais c'est surtout intéressant de montrer qu'il y a. Et puis il danse très bien d'ailleurs, on l'a vu à la Mamaya. Il aime bien danser. Il danse bien, le ministre Béa, mais on attend de Béa plus d'actions concrètes. Béa est plus dans les annonces. On attend de lui des actions et des projets concrets. On lui a rappelé de construire des aires de jeu. Oui. On en est où à ce jour? On ne sait pas du tout. Et pour moi, il faudrait que les départements se bougent. Pour ce qui est des enfants, madame, moi j'y tiens beaucoup. Je tiens à ce que le gouvernement, ou les mairies, ou le gouvernorat, prennent cela à bras le corps, qu'on nous dote d'espaces de jeu pour enfants. En Guinée, il n'y a pas. Au moins que chaque commune puisse avoir un espace, qu'on n'ait pas à tous à se déplacer, par exemple, pour aller à Kaloum, au jardin 2 octobre, qui est dans un état de délabrement, mais incroyable. Aujourd'hui, c'est parfois lorsqu'il y a Ramadan, qu'on organise des concerts pour enfants en Guinée. Donc, vous n'avez pas d'espace où vous allez trouver des aires de jeux publics pour enfants. Vous n'en trouverez pas. Et personne n'en fait une préoccupation. Bientôt les vacances. Dites-moi, vous enverrez votre enfant où pour se distraire? Il n'y en a pas. Les enfants sont à la maison parfois. Mais quand on parle de tension, crise cardiaque, voici l'une des causes parfois. Parce que souvent, les parents... Avec les enfants à la maison, franchement... Les parents emmènent les enfants dans les crèches parfois pour au moins avoir les enseignants. Une certaine tranquillité. Mais lorsque les vacances arrivent durant 2 mois, on n'a pas où les envoyer. Donc pour moi, c'était bien que le président rappelle cela. Mais encore une fois, on n'a pas à le rappeler. Ils doivent savoir que c'est un devoir pour eux de le faire. Je vais clore avec le cas des carrefours. Parce qu'il a rappelé hier. L'aménagement des carrefours. On a vu, à un moment donné, la gouverneure... Vous allez encore me dire que j'ai pas le droit de lui taper dessus. Je lui tape pas dessus ce matin. Mais on l'a vu sur le terrain. Faire croire qu'elle est en train d'entamer les travaux d'aménagement. Sauf que c'est un esprit tordu. Non, c'est pas tordu. Il est tenté de faire croire. Il ne peut pas faire autrement. Elle a tenté de faire croire. Elle est sur le terrain. Bon, elle fait un travail, tu dis qu'elle tente de faire croire. Elle a tenté de faire croire qu'elle était sur le point d'entamer les travaux, sauf qu'on n'a rien vu plus tard. Et si le président, encore une fois, rappelle que nos carrefours ne sont pas aménagés, pour moi... Certainement, lorsqu'il a traversé Conakry pour aller à Kindia, certainement, il a fait le constat que les carrefours sont délabrés. Et je pense que tout ce qu'il a rappelé dans son discours, c'est parce que justement, durant son trajet, il a fait ce constat-là. Il a rappelé même le cas des poteaux électriques qui ont été arrachés. Je parle des poteaux solaires qui ont été arrachés. Il a demandé à ce qu'on installe au plus vite des poteaux ordinaires, comme ça l'est actuellement sur l'axe la route Le Prince. Et donc, pour moi, c'est des rappels, certes, importants, mais c'est élémentaire. Il faudrait que nos membres du gouvernement fassent en sorte d'en faire une priorité afin que Conakry change d'image. Parce que jusque-là, on est tout sauf une capitale normale encore. Et ce serait important que nos gouvernants en fassent une priorité. Et je vais clore par le point central du Conseil des ministres qui était la question de la sécurité routière. Parce que un accent particulier a été mis sur ça. Le gouvernement, à travers le Premier ministre, a fait le compte-rendu de ce travail qui a été fait avec les membres du gouvernement, parce que le conseil extraordinaire qui a eu lieu mercredi a planché autour de cela. Et différents points ont été retenus finalement comme décisions et recommandations. Et le premier point cité par les membres du gouvernement, c'est de renforcer le contrôle routier et faire respecter les lois en matière de sécurité routière. C'est le premier point qui a été retenu. Deuxièmement, mener une campagne de sensibilisation intense dans les médias publics et privés en partenariat avec l'Office guinéen de publicité. Troisièmement, relancer et renforcer progressivement le contrôle technique et systématique de tous les véhicules en circulation. Un centre de contrôle technique sera ouvert dans chaque région administrative du pays. C'est une mesure qu'on a longtemps dénoncée. Il a fallu qu'il y ait cet accident pour qu'on y pense enfin. Mais on dit sera ouvert. Oui, sera ouvert, oui. Dans combien de temps? On ne peut pas dire va être ouvert demain. On ne peut pas dire c'est ouvert parce que ce n'est pas encore ouvert. Oui, on demande à ce qu'on fasse des contrôles techniques, mais dans combien de temps? Entretenir les routes, notamment les points critiques, mettre des ralentisseurs dans les zones accentogènes et les panneaux de signalisation,
responsabiliser les gouverneurs, les préfets, les commissaires centraux de police et les syndicats des transporteurs dans le contrôle de tous les mouvements de départ des gares routières relevant de leurs juridictions respectives. Ensuite, développer un système d'aide médicale. Ça, c'est peut-être par rapport à la surcharge, le contrôle au niveau des gares routières. Justement. Ensuite, développer un système d'aide médicale d'urgence en y greffant les centres d'appel et les hubs d'ambulance et de corbillards. Et ensuite, renforcer les moyens d'intervention de la protection civile et opérationnaliser les protocoles de gestion des catastrophes au niveau du matériel. Ça, c'est l'appel lancé par Ahmed Kamara lorsqu'il demandait à ce qu'on dote la protection civile d'équipements, notamment d'ambulances et également de moyens véritables afin de secourir au plus vite les accidentés et également ceux-là qui parfois sont victimes d'incendies. Et il y a également celui qui a été rappelé, on y renforcer la sécurité fluviale et maritime et on parle également de l'intégration de sécurité routière dans les programmes scolaires. C'est l'un des points importants. C'est très important. C'est très important. Ailleurs, même les enfants, on leur dit, ils savent comment traverser. Justement. Et je pense que c'est un élément important. Si c'est mis en œuvre, désormais les enfants, depuis les bancs, sauront c'est quoi le code de la route. Justement. Pourront être situés sur comment marcher, quand traverser. Et cela doit, je pense qu'Antoine, ça devrait marcher avec, je veux dire, des travaux, des actions sur nos routes. Justement, je pense que ce sont des mesures importantes qui ont été citées, qui une fois mises en œuvre, parce qu'en Guinée, on est très fort dans la théorie, on est très fort dans les textes, on a les meilleurs textes au monde, on a les meilleures réunions à travers l'humanité, mais en termes d'application, on est mauvais élèves. J'espère que tout ce qui a été dit là va être appliqué pour le bien de tous, parce que là, on en souffre. On l'espère. Hein? Mafoudia, vous avez également suivi ce compte rendu. Qu'est-ce qui a focalisé votre attention? Alors moi, je vais revenir, puisqu'il clôture déjà cette immersion, moi je vais revenir d'abord sur toute l'immersion. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Parce que on a, dans nos pays, on a souvent tendance à focaliser les choses dans la capitale. La Guinée, quand même, c'est une superficie de 94 926 km², si je ne me trompe pas. 246, voilà. Aidez-moi si je ne me trompe pas dans les chiffres. Là. Oui, pince-moi. 245 857 Exactement. Avec une population de plus de 13 millions selon des données de la Banque mondiale, une estimation en 2020. Et la population de Conakry, selon des données de 2014, ça aussi, c'est des estimations. Ça, c'était en 2014 de plus de 1 million et quelques. Peut-être ça a forcément grimpé. Mais en fait, c'est l'élément comparatif que je veux dire par rapport à la population, celle qui est à Conakry et celle qui est sur toute l'étendue du territoire national. Quand on se focalise dans la capitale, après, vous donnez le sentiment que ceux qui sont à l'intérieur du pays n'appartiennent pas forcément à la République. Je crois la dernière fois, quand on parlait de terrorisme, on parlait de souvent l'impact de ce retrait ou bien des politiques publiques à l'intérieur du pays, ce qui peut être un élément, un facteur pour amener beaucoup de problèmes. Donc, quand il y a de telles initiatives pour délocaliser un conseil gouvernemental, pour moi, c'est quelque chose de salutaire parce que, ça permet à la population de se sentir concernée par ce qui se passe, de se sentir concernée, de se dire que oui, j'ai des politiques, je les intéresse. Et pour les politiques, ça les sort un peu de cette bulle de la capitale. Vous savez, quand vous êtes dans la capitale, des fois, avec certaines choses qu'on voit, on se dit, oui, peut-être on est sur la bonne voie, mais quand vous allez à l'intérieur du pays, on ne va pas dire que c'est dramatique, mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc, c'est un peu, ça les ramène sur terre, pour moi, à mon sens. Donc, ils sont allés, c'est une chose très appréciable. Ils ont commencé par la forêt, ils sont venus en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, ils ont terminé par la Basse-Côte. Aujourd'hui, on va dire beaucoup ne vont pas se dire qu'ils ne connaissent pas les réalités du pays. C'est vrai que certains aussi n'ont pas eu besoin forcément d'aller séjourner à l'intérieur, mais ils le font généralement. Mais après, c'est les politiques qui ne suivent pas. La question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que cette tournée va servir à quelque chose? Est-ce qu'au terme de cette rencontre, parce que moi j'avais posé la question à Gawal ici, est-ce qu'après cette tournée, c'est vrai, il y aura des décisions qui concernent toute la nation, comme ce dont Antoine parlait tout à l'heure, mais après, est-ce qu'il y aura des éléments spécifiques pour une amélioration des conditions de vie, de travail
à l'intérieur du pays dit que oui, ce sera un élément genre, ils ne vont pas passer pour passer. Ils vont essayer, on a vu des responsables qui sont rendus dans les services décentralisés et ils se sont rendus compte qu'il y a un vide. Par exemple, il y a récemment ce travail qui a été effectué du côté du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Alors, il s'agissait de quoi? De comprendre un peu l'intérêt des fonctionnaires pour les postes à l'intérieur du pays, entre autres. Alors, il y a eu un sondage. Par exemple, quand on demande, par exemple, dans quelle ville ou commune souhaiteriez-vous être affecté, il y a, par exemple, 38%, plus de 36,8% qui demandent à être affectés à Kaloum. Ça, c'est à Kaloum. Et il y a bien de données, par exemple, d'autres questions comme souhaitez-vous aller dans une zone rurale? La question. Alors, il y a 78,9% qui disent non. Seulement 21,1% disent oui. Oui. Tout le monde veut rester à Conakry. Tout le monde veut rester à Conakry. C'est vrai que quand on en parle, on viendra sur un débat comme quoi il faut mettre les moyens parce que vous n'allez pas prendre un père de famille, par exemple, qui a toutes ses affaires ici. Vous lui dites d'aller travailler à Beila, où il y a par exemple de cité pour les fonctionnaires, où par exemple il y a un problème d'électricité, il y a un problème d'eau potable, d'école. Comment il va faire? Parce que souvent, quand certains vont, ils ont bien envie d'aller avec leur famille. Mais le cadre n'est pas propice. Mais déjà, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt pour aller à l'intérieur du pays. Est-ce que cette tournée va changer cela? Je l'espère bien. Il faut créer l'intérêt. Il faut créer l'intérêt. Donc, alors oui, pour moi, c'est une bonne initiative qu'il faut refaire. Peut-être pas de sitôt, mais au bout de, je sais pas, 3 mois, 4 mois, 5 mois, il faut aller là-bas pour que les gens sachent qu'ils appartiennent à une nation et que les politiques publiques ne s'asseyent pas forcément à Conakry pour décider de ce qu'il faut faire à l'intérieur du pays. Alors, par rapport à ce qui est dit au Conseil des ministres, je suis d'accord avec Antoine, ça paraît élémentaire. On aurait voulu de grosses décisions. On ne dit pas que c'est pas intéressant, c'est très intéressant, mais c'est élémentaire. Pourquoi on le dit? Parce qu'on estime que ça devrait aller de soi. Il y a de grandes actions qu'on demande à cette transition, mais il y a de ces choses, je pense qu'on n'a pas besoin de 1000 ans pour le faire. C'est comme quand on dit on veut l'hygiène dans un espace donné. On n'a pas besoin d'être riche pour être propre. Par exemple, quand vous prenez Conakry aujourd'hui, Conakry, c'est une ville très sale. On n'a même pas besoin d'aller comparer. En fait, on ne compare pas. On dit ce qu'on ressent. Ou vous pouvez vous arrêter aujourd'hui à Conakry prendre des photos. Il y a par exemple ces côtés-là, souvent quand on fait des travaux, il y a des côtés qu'on ne recouvre pas. Du coup, vous avez du sable qui se déverse. Les caniveaux? Non, même pas les caniveaux. Ce truc rougeâtre là qui se déverse souvent avec les nids de poules et tout. Donc vous avez des goudrons sales. Même le goudron est sale, tout est sale, les toits sont sales. Sans te couper la parole, ça relève du ministère des TP, des infrastructures. On fait des routes, on fait la restitution, il n'y a pas d'entretien. En fait, de belles routes parfois sont restituées, mais vous ne verrez il n'y a pas de travaux au quotidien pour nettoyer les routes. Pourtant, ça doit se faire au quotidien. Ça doit se faire. C'est encore à Conakry. Vous pouvez passer. À côté, ce que vous voyez, c'est la toilette d'une famille avec des eaux qui descendent directement sur la chaussée ou des fois. En fait, il n'y a pas cette esthétique. On a dit toutes les grandes villes du pays ont des problèmes. On a la partie qui est très jolie, mais il y a l'envers du décor. Ça, on connaît pour toutes les grandes villes. Mais sauf que nous, justement, on ne peut pas identifier cela. Les coins, peut-être qu'on dirait jolis, c'est un peu quand on va à l'intérieur, dans les coins comme Kipé et Lambagny, mais ça aussi, c'est les belles maisons des particuliers. En fait, il faut que l'État se dise, quels que soient les projets privés, nous, on a un travail de donner une image d'ensemble, une image qui donne envie de venir dans cette capitale. Mais il n'y en a pas. Quand on parle de Kisosso, ça fait combien de mois on passe sur Kisosso? On ne va pas dire le président l'a rappelé. Ils ne connaissent pas. Ils n'avaient même pas besoin de rappeler. Il a rappelé Bambette Kisosso. Il y a quand même du travail qui est en train d'être fait à l'intérieur du pays par le ministre des Infrastructures. C'est important de rappeler. C'est parce qu'il est passé. Peut-être c'est parce qu'il est passé. Et par exemple, là, on aurait trouvé une solution. En une semaine, on aurait aidé les gens à passer parce que ça crée des bouchons. Mais on a laissé comme ça. Moi, je n'ai pas envie d'aggraver parce que je sais qu'en même temps, il y a des travaux qui sont en cours à l'intérieur du pays. J'ai voyagé récemment à Fria. La dernière fois que j'avais voyagé, c'était pas le cas. Aujourd'hui, la route est un peu plus acceptable, même s'il faut faire plus. Donc, je veux dire, en fait, ce sont des éléments qu'on banalise, mais après,
ça donne une toute autre image. On pouvait faire ça en une fraction de seconde, permettre aux gens de passer facilement, et surtout c'est tellement vilain, et c'est un peu partout dans la capitale. Donc pour moi, on n'a vraiment pas besoin du Conseil des ministres pour rappeler cela, c'est bien dommage. Donc on nous mette sur des méga projets d'ici là, ce qu'on peut faire dans l'immédiat, qu'on le fasse. Et nous l'exigeons de cette transition, parce que cette transition est venue avec, on va pas dire des promesses, parce que c'est un constat. Le Guinéen, on sait ce qui se passe dans le pays. Il y a eu des actions qui ont été posées par l'ancien régime, quoi qu'on dise, mais ce qui n'a pas été fait, c'est énorme. C'est pourquoi on crie encore. Donc, on ne se mette pas à prendre tout notre temps pour ce qu'on peut faire dans l'immédiat. Pour des banalités. Allez-y, Antoine. Oui, je voulais clore le point soulevé par MAF par rapport à l'entretien des routes. Moi, il y a des questions que je me pose. Comment est-ce qu'un État peut investir autant d'argent dans la route sans entretien et accepter que ces routes-là se gâtent aussi facilement? Voyez actuellement, j'ai vu qu'ils sont en train de refaire les routes dans les quartiers, notamment à Dixine, même à Kaloum. Mais lorsqu'ils finissent de faire ces routes-là avec les traits blancs qui sont là-dessus, c'est laissé à l'abandon. C'est laissé comme ça. Des citoyens parfois déversent du sable ou de la boue sur le goudron, ou même quand il pleut, il y a parfois ces eaux de ruissellement qui évacuent de la boue sur la voie publique, mais vous ne verrez personne. J'ai dit bien personne nettoyer le lendemain. Ça doit être automatique. Il doit avoir un service d'entretien au ministère des Infrastructures qui doit tous les jours être sur la route. On ne dit pas de laver avec le savon, mais faites en sorte d'avoir des véhicules, il y a même parfois des matériaux ou des matériels de nettoyage qui sont à leur disposition, avec lesquels on peut nettoyer la route. La route, c'est comme notre salon. Il faut qu'on le nettoie, c'est la voie publique. Il faudrait que nous, Guinéens, lorsque nous passons sur nos routes, qu'on soit fiers d'y passer. Mais parfois, allez-y, entre Anta et puis 36, vous allez voir qu'il y a le terre-plein central qui est envahi par du sable. Justement. Mais ça bouffe une grande partie de la route. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas non seulement de canalisation, mais en plus, il n'y a pas de suivi. On va dire la finalisation des travaux. Tellement c'est à l'abandon, vous allez voir qu'il y a des herbes qui poussent sur ce tas de sable qui a occupé le terre-plein central. Ça veut dire qu'il y a un ministère qui existe, mais qui n'est que là par le nom. Parce qu'il doit avoir un service déconcentré, des directions par exemple, ou l'entretien routier qui doit faire ce travail-là. C'est quoi leur rôle véritablement? Mais c'est l'entretien routier. Il y a la direction de l'entretien routier qui a pour devoir de maintenir nos routes en bon état. Mais comment comprendre qu'il y a des milliards engloutis dans ce département? Conakry n'est pas grand. On n'a que deux voies principales. C'est la route de Prince, c'est l'autoroute Fidel Castro. Comment comprendre qu'ailleurs, avec toutes ces centaines de routes qu'ils ont, ils réussissent à nettoyer, mais chez nous, avec peu de routes, on est incapable d'assainir nos routes. Voyez ces voies-là. On construit les routes, on met les lignes blanches, mais tout est envahi le lendemain par la boue, mais on est incapable de nettoyer. Les citoyens, c'est pas leur devoir de le faire. Eux, ils circulent. Parfois, certains citoyens, les week-ends, essaient de nettoyer, mais ils n'ont pas les moyens adéquats. Il revient à l'État de jouer ce rôle, mais malheureusement, chez nous, les ministres passent, ils voient ça. Personne ne pique mot, tout le monde passe, on voit cela, mais puisque l'argent qui vient, aucun citoyen ne s'en plaint, mais on passe et puis on regarde. C'est dommage. Il y a une négligence notoire. Je vous donne un exemple. Vous voyez Sangoya Pharmacie, quand vous prenez le raccourci à partir de Kisoso, il y a un point là où il y a un creux. Mais je vous dis, ça fait des années que ça existe là-bas, des années dans le quartier. Oui, j'ai vu, je suis passé par là. Ça fait des années. Aucun matin, tu ne verras par exemple le chef de quartier ou le maire dire là-bas, là, on arrange. Mais il n'y en a pas. Et pourtant, tous les jours, il y a embouteillage. C'est l'une des routes qui permettent à certains de rallier leur service quand c'est bouché sur la grande route. D'éviter l'autoroute. Mais on ne touche pas. Mais en fait, c'est ce que moi, je ne comprends pas. C'est de cette inaction, même ce qu'on peut faire, on refuse de le faire. On s'habitue à la souffrance. Ouais. On s'habitue au calvaire au quotidien. On ne se dit pas aujourd'hui, voici ça me fatigue. Comment je fais pour déplacer cela? Et puis il y a le gouvernorat. Aujourd'hui, je vais rejoindre Antoine. Merci de me rejoindre. Non. Il faut que cette ville soit jolie. Moi, tu as éclairé aujourd'hui. Il y a dans certains pays, même ceux qui vendent à locaux ou poissons au bord de la route, c'est tellement bien fait que c'est joli. Ouais. On les sensibilise, on leur trouve, je sais pas, des vitres bien placées. Ouais. Aujourd'hui, les bords de route. C'est la gouverneure de Kaloum. Elle n'est pas connue. Même Kaloum, il suffit d'un coin, mais à l'intérieur, c'est pas ça. Non, je veux parler de ces femmes qui ont des vitres dans lesquelles ils mettent les. En fait, regarde, aujourd'hui, les bords de route sont devenus des parcs. Ouais. Vous allez sur les transversales, on ne sait pas pourquoi nos chefs de quartier la servent à quoi. Les gens, dès que la voie est faite, par exemple, prenez la T8. On a commencé à descendre. Mais déjà,
Les camions sortis d'où, on ne sait pas. Des voitures cabossées, des voitures gâtées. On a une gouverneure de Kaloum qui n'est pas de Conakry. Mais comment cette ville peut être jolie? La gouverneure n'est pas la gouverneure de Conakry, malheureusement. On a besoin de Doumbouya pour faire ça. Elle ne fait rien dans les autres communes. Au-delà de la gouverneure, il y a les chefs de quartier, il y a les maires. Non mais sérieux, il faut que les gens travaillent dans ce pays. Les gouverneurs, c'est la proximité. Vous êtes auprès des citoyens. Les gouverneurs ailleurs, vous prenez du café avec vos citoyens à un moment donné. Mais beaucoup ne la connaissent même pas. On ne la connaît pas. Moi, je ne connais pas cette dame. Elle aurait pu sortir de son confort à Kaloum et aller vers les populations dans les quartiers, dans les confins de Conakry. On dit gouverneur de Conakry, mais pas gouverneur de Kaloum. Ailleurs, il faut que les chefs de quartier, Mathurin prenait le taxi à un moment à Conakry. Mais cette dame-là, je ne remets pas en cause ses compétences, mais je dis juste qu'elle est trop limitée. Elle doit sortir de son confort. Elle est gouverneure, pas que de Kaloum. Elle est gouverneure de Conakry. Et même si cette gouverneure est engagée, je vous le dis, elle aussi, elle ne peut pas tout faire. En fait, il faut que chacun fasse son travail. Mais en fait, il y a les maires, il y a les chefs de quartier. Il y a les maires. Il faut commencer par la base. Il faut commencer par la base. Ils sont dans les quartiers. Les maires, vous vous rappelez, le maire qui est passé ici la dernière fois, le maire de Matam, il n'a pas de fonds. Non, en fait, il y a certaines choses. C'est ce que je dis. Le maire de Matam. Quelqu'un, un particulier qui est dans sa maison, qui décide d'occuper un espace public, vous n'avez pas besoin de moi pour lui dire de quitter. Non, je parle de l'assainissement par exemple. Non, mais en fait, on prend souvent l'exemple là. On n'a pas de moyens, Moi, je veux bien comprendre qu'il n'y ait pas de moyens. Je suis d'accord. Mais ces choses, il ne faut pas laisser faire. On n'a pas besoin de moyens. On a besoin de responsabilité, de rigueur. C'est pas votre place, vous ne vous mettez pas là. Point barre. Bien, voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. Les grandes gueules reviennent dans un instant sur Espace TV. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Radio Espace Guinée, les Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci de nous écouter du côté de Kouroussa sur Dioliba FM et sur Farana sur Bambou FM. Merci de nous écouter via nos antennes régionales sur la 99.7, exceptionnellement sur la 99 du côté de Kankan. Merci de votre fidélité. Alors, on en vient à cet autre sujet, Antoine Kourouma, marche du 23 juin. Le RPG ne compte pas y participer donc. Oui, le RPG qui tous les jours ne cesse de nous surprendre. Vous savez, il parle de mouvement. Oui, ça dit on est ensemble, mais on n'est pas la même chose. Ça dit on est dans la diversité, les gens se sont mis ensemble. Mais dans le fond, on sait ce que pense chacun de l'autre. On a dit qu'il y a des unions qui parfois sont contre nature, mais pour les raisons de la cause, souvent on se met ensemble en sachant pertinemment qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Il y a eu d'abord RPG G58 où ça a créé le tollé. On a dit que c'était incroyable, inimaginable que UFDG RPG se mettent ensemble pour une lutte commune. Au fur et à mesure, on a vu récemment la sortie de Thierry Bangoura qui a demandé aux militants du RPG de ne pas attaquer le CNRD, de ne pas critiquer le CNRD. On a vu qu'ils ont dit qu'ils n'encourageaient pas les manifestations de rue. Hier, ça a été une déclaration solennelle et officielle de la porte-parole, la toute-puissante Domani Doré, qui hier a fait une sortie dans laquelle elle a clairement indiqué qu'il refusait de s'associer à la marche du 23 juin prochain du FNDC. Pourquoi, vous savez? Ils disent que le FNDC n'a aucune base légale. Justement, donc en fait ça aurait été une surprise. C'est le contraire qui nous aurait surpris. C'est-à-dire à ce niveau, on s'est dit qu'ils sont cohérents, qu'ils sont logiques dans leur démarche. Ils ont toujours dit que le FNDC n'est pas une structure légale. Bantamasso, rappelez-vous l'expression on va les traquer jusqu'à leur dernier retranchement au siège du RPG. On va les traquer, finalement celui qui a été traqué à l'arrivée. Et donc vous savez que le G58 a presque le même point de vue que le FNDC dans la démarche. Le G58, dans la plupart des points de revendication, se recoupe avec ce que revendique le FNDC. Et le RPG, à un moment donné, s'est associé au G58. Vous avez vu que dans la démarche, ils ont dit qu'ils allaient, si on ne les écoutait pas, descendre dans la rue. Ils ont dit que c'était un droit constitutionnel qu'il va falloir respecter. Le FNDC a pris le devant. Ils ont annoncé une marche pour le 23 juin. Ils ont été rejoints par
des partis politiques du G58, notamment l'UFR, notamment l'UFDG. On attendait la réaction du RPG Arc-en-Ciel pour savoir sa position. Le parti a fini par se décider. Il n'y participera pas. Il ne sera pas de la partie. Ce qui, pour moi, quelque part, vient un peu remettre en cause son alliance ou son semblant d'union. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'alliance. Hein? Bon. Tu veux parler du G58 de l'UFDG? De l'UFDG, en tout cas, ils ont dit qu'il n'y a aucune alliance, qu'ils se sont plutôt retrouvés avec l'UFDG et d'autres formations politiques. Vous savez, les politiciens ont tous les mots pour qualifier ce qu'ils font. On ne dit pas qu'il y a eu alliance politique, ni alliance électorale. Mais on a vu une union. On a vu une sorte de rapprochement entre ces différentes parties. Puisqu'ils veulent jouer au jeu de mots, on va aller avec les mots. Ce rapprochement auquel on a assisté entre RPG, G58 et les autres, ce rapprochement-là, on est tenté de dire que c'était un faux rapprochement parce que ça ne tient plus lieu. Si les uns sont pour une démarche qui a été décidée au départ, les autres ne le sont pas. Le RPG dit qu'il n'est pas pour parce que l'entité qui demande la marche n'est pas légalement constituée. Donc il n'y prend pas part. Néanmoins, pour ce qui est des forces vives, ils sont d'accord que les forces vives doivent exister et tout cela. Et dans les forces vives, l'UFDG n'y est pas. Vous voyez un peu la différence? Oui. L'UFDG n'y est pas. L'UFR apparemment fait partie des forces vives. Le RPG fait partie des forces vives. Vous voyez un peu l'incohérence et le désordre qu'il y a au sein de la classe politique. C'est-à-dire, on a tendance à croire qu'ils sont pour un même combat, mais lorsque le temps évolue, hein? Justement, vous faites le constat que quelques-uns n'ont pas intérêt à aller à l'affront. C'est une guerre d'intérêt. Le RPG, le FDG qui va au charbon parce qu'il sait que son leader est inquiété. De l'autre côté, le RPG qui a ses cadres en prison n'a pas envie d'aller au charbon de peur que l'étau soit davantage resserré contre ses cadres. Donc il marche sur des œufs. Le RPG qui n'a pas envie d'être dans l'œil du cyclone. Donc il fait attention à ce qu'il fait. Au départ, on fait le faux dur. On fait mine d'être dur avec le CNRD. Après, on se retracte pour dire attention, on est en train d'aller dans le mur là. On se retracte. Après, on reprend ces mots, on dit autre chose. Pour moi, à ce niveau, le RPG joue un jeu et je pense que les autres acteurs politiques sont en train de le comprendre. Le RPG n'est pas dupe. Il n'est pas dupe. À un moment donné, une menace. Pour un peu mettre de la pression, faire du chantage, mais par moment il se rend compte qu'il n'a pas intérêt à aller à fond comme les autres parce que il a ces éléments qui sont en détention et que cela pourrait leur être préjudiciable. Et de l'autre côté, je me dis, avec cette marche qui a lieu le 23, si bien sûr c'est autorisé, parce que je sais une chose, l'itinéraire annoncé c'est Matoto, c'est je crois la tannerie. Tannerie, oui. Tannerie. Jusqu'au palais. D'accord. Je sais que le FNDC adressera une lettre d'information aux communes, notamment à celles de Matam et de Matoto. Je sais une chose, ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Ça sera refusé, notamment compte tenu des risques. Jamais, hein. Vous voyez, tous en train d'autoriser une marche pendant que le CNRD est opposé. Même au niveau du CNRD, ça ne sera pas autorisé. Même si Mori Kondé a eu un langage conciliant hier en disant qu'ils sont ouverts à se retrouver avec leurs frères. Oui. On attend de savoir ce qui va se passer. Mais pour ce qui est du RPG, c'est une démarche qui ne me surprend pas. Je m'y attendais. Je savais que les propos de départ, c'était... Ils faisaient le faux, le RPG. Allez-y, Mapoudia, sur la question. Beaucoup du mal à comprendre si le RPG aujourd'hui s'allie avec le FNDC pour aller à cette manifestation. Ça aurait quand même été étonnant. Ça aurait été très très étonnant. Mais comme on dit avec les politiques, tout est possible. Ouais. Mais ça aurait été quand même étonnant. Maintenant, moi, je veux bien comprendre comment ça va se passer et avec cette interdiction qui est là. Et évidemment, je ne pense pas que la mairie puisse autoriser. On verra bien parce que là aussi, tout est possible. Ce qui est déjà appréciable, c'est la main tendue de Mori Kondé. Qu'elle soit tardive ou pas, c'est une main tendue. Parce que souvent, dans un conflit, on a tendance à dire non, c'est trop tard, on ne va pas faire ceci. Mais moi, ce que je veux bien, c'est qu'on essaie de voir ce qu'on peut gagner dedans. Parce que comme on dit, quand il y a un problème, on finit toujours par s'écouter. Quand on ne s'écoute pas, on ne trouvera jamais de solution. On passera le temps qu'il faudra pour se quereller, mais tant qu'on ne prend pas une seconde pour se parler, on ne s'entendra pas. Donc,
vaut mieux prévenir que de guérir. S'il y a une possibilité aujourd'hui, parce que ça me rappelle quoi le scénario du 28 septembre par exemple, quand il y a eu des cas de mort, après on a vu, il y a eu des informations comme quoi, et je crois que c'est Dadis lui-même qui a dit qu'il a appelé en personne les Sidia Touré pour lui dire de renoncer à la manifestation. Sidia a dit c'était trop tard, on ne pouvait plus. Vous voyez, est-ce que ce jour-là, on aurait pu éviter la manifestation? Est-ce que même si c'était tard, il y avait une possibilité de ne pas envoyer les gens sur le terrain? Et attention, je ne parle pas de culpabilité, de responsabilité, je parle juste du scénario qui s'est déroulé, qui aurait peut-être pu nous éviter certaines choses. Avec le FNDC, il y a cette main tendue. On peut la considérer comme franche ou pas, parce que comme on écoutait déjà certains acteurs politiques, pour eux, comment ça, Mori Kondé n'est pas l'interlocuteur idéal. Que ce serait Mamadi Doumbouya, parce que c'est Mamadi Doumbouya qui peut décider, qui a le pouvoir de décision. Est-ce la même réflexion du côté du FNDC? Je ne sais pas, mais ce que moi je veux dire ce matin, c'est qu'on n'a pas à s'entêter. Si cette main tendue peut être une porte d'entrée pour trouver une solution à ceux qui sont en train de demander, pourquoi pas? Parce que la manifestation en soi, ce n'est pas une victoire. Qu'elle soit pacifique ou pas, c'est une expression. Non, c'est une expression. Je comprends que c'est une expression, mais c'est une expression. Souvent, c'est pas quand même une manifestation de joie où on sort pour célébrer. C'est une manifestation pour un problème donné. Donc, si il y a une porte pour résoudre ce problème, moi je dis alors qu'il faut prioriser cela. Il faut prendre cette main tendue. Première, s'il y a une main tendue, cette manifestation n'a pas lieu. Après, par la suite, on voit que c'était juste une main tendue pour ne pas qu'il y ait manifestation et qu'ils ont voulu se jouer de ces acteurs politiques. Ça aussi, ça nous amènera à tenir d'autres propos que ce qu'on tient maintenant là. Donc, moi, j'invite fortement à voir ce qu'il y a lieu de faire pour éviter toute manifestation. L'essentiel, c'est d'œuvrer, c'est d'échanger pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour que cette transition soit une réussite. Parce que qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du CNRD, qu'on soit acteur de la société civile, qui que l'on soit, si on est guinéen, l'essentiel pour nous, c'est que cette transition réussisse. Ça réussit, ça va nous permettre d'aller en avant. Donc, si on peut éviter les manifestations, pour moi, il faut vivement opter pour cette solution. Bien. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire pour cette première partie à venir. Dans les grandes gueules, nous recevrons ici Eli Kamano qui est en colère contre la CEDEAO. Nous parlerons également de Feu Mahmoud Bari. Nous essaierons de comprendre cette marche blanche organisée par son épouse du côté de Paris. Restez avec nous. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.
Radio Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans. Espace. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée.
Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Colabouy, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée.
notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour... Espace TV, bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Les Grandes Gueules. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout dans le monde et via nos antennes régionales. Vous nous écoutez à Kindia, la capitale des agrumes, où s'est clôturée l'immersion gouvernementale hier avec la présence donc du colonel Mamadi Doumbouya. Vous nous écoutez sur Radio Espace Kania de ce côté. Merci de votre fidélité. La Guinée à la croisée des chemins, la transition militaire en cours depuis le 5 septembre 2021 fait face à plusieurs équations qu'il va falloir résoudre au cas par cas, avec d'un côté la CEDEAO qui brandit le chiffon rouge des sanctions et de l'autre des forces internes qui dénoncent la conduite de la transition par le CNRD. Elle menace de se faire entendre. Au milieu donc de toutes ces pressions, le colonel Doumbouya et son gouvernement affichent une certaine sérénité. Mais la question aujourd'hui sur toutes les lèvres est de faire et que faire donc pour freiner ces assauts et permettre à la transition de se dérouler sans fausse note. Nous recevons ce matin l'artiste défenseur attitré du CNRD de la transition. Nous l'entendrons ce matin, dans un instant d'ailleurs, dans cette émission. Vous le savez, vos réactions donc comptent. Nous commençons par le 657 39 13 13. Que dit ce premier message qui est tombé sur notre plateforme? Bonjour la radio école, moi c'est Saïdou Yaouki. Il faut dire au RPG que le FNDC n'a pas besoin d'eux pour une manifestation. Donc le CNRD est une entité légitime sacrée RPG. Voilà, il dit sacré RPG. Il pose la question par rapport au CNRD. Cet autre message, que dit-il? Bonjour Diadia et à toute l'équipe, c'est Bitoudi Fassa depuis Symphonia. En parlant de des problèmes de route en Guinée, nous ici au marché de Symphonia Gare, on n'en parle plus. Une portion de la route dégradée nous a pourri la vie pendant plus de 2 ans et jusqu'à présent rien n'est fait. La poussière, quand vous nous appelez en même temps, c'est compliqué. La poussière a tout détruit. Il parle des marchandises et nous a donné beaucoup de maladies. Le ministre doit nous venir en aide en travaillant cette partie au niveau du marché. Un auditeur donc qui exprime ici, qui lance un SOS. Bonjour les GG, c'est Dr Kaba Bilo depuis Kindia. Le FNDC défend quelle constitution? Il pose la question. Laissez-les. Ils ne pourront même pas mobiliser 10 personnes. Ce sont des frustrés du CNRD. Vive le CNRD. Bonjour les Espaciens, que dit-il? Pourquoi y a-t-il toujours de vos collabos qui pensent en citoyen non averti que manifester risque d'embrasement? C'est une attitude qui dénote d'être du clan des illusionnistes. Nous avons tous été témoins aussi des manifestations encadrées, 0 dégâts. Lamine dit à Tega de jeter les moyens de défense des calendriers cachés. Silla de Guinée donc. Fallait Sadé qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules, je suis Mamadou Lamarana depuis Koloma. J'ai tenté vos numéros en ligne rouge, mais ça ne passe pas. Ben, je ne sais pas lequel vous avez tenté. Lui, par exemple, il passe. Bonjour les GG. L'écoute est vraiment favorable ici à Saramoussaya, une sous-préfecture située à 85 km de Mamou. Merci de nous écouter donc du côté de Saramoussaya. Bonjour les grandes gueules, la guerre du micro, j'ai l'impression que les autres, comme voilà, ça c'est peut-être d'anciens messages que nous lisons. Monsieur Baldé depuis Mali, bonjour les grandes gueules, le jeu 58 est une entité.
est une entente entre différents partis pour une cause commune avec un jeu de cache-cache. Il le dit donc, Monsieur Baldé. Nous partons avec cet autre message. Que dit-il? Bonjour les GG, nos chefs de quartier ne font rien. Nous, on a un chef de quartier à part des campagnes électorales. Vous ne le verrez jamais prendre des initiatives pour rendre notre quartier. Les mauvaises voitures garées pêle-mêle, même Dieu ne va pas nous aider si on ne veut pas changer. Il le dit donc, ce auditeur. Nous toujours avec vos différentes réactions. Bonjour les GG. C'est fort malheureux pour nous, les Guinéens, qui suivons donc aveuglement ces cupides leaders politiques. Un dernier sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG. Bonjour Yaya. Je suis d'accord avec Mafoudia. Les chefs de quartier, les préfets, les maires et les ministres, chacun doit faire son travail pour que nos différentes routes, le pays en général, soient propres et développées. C'est Barry depuis Zérékoré. Nous allons changer donc de plateforme, partir sur Twitter cette fois-ci. Que dit-il avec Vladimir Poutine qui nous a certainement fait parvenir les tweets? Que disent-ils sur Twitter ce matin? Nous commençons par Diomandé Lanciné qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. J'aimerais alerter sur un fil électrique qui traîne dans la cité Tombolia. Nous avons beau alerter EDG, ils s'en foutent. Je crois qu'ils seront responsables de tout sinistre puisque nos enfants jouent là-bas. Voilà, le message est passé. Nous partons avec Excellence Baldé, le Guinéen. Que dit-il? Bonjour Diadia et à toute l'équipe. Cette immersion gouvernementale à l'intérieur, l'idée est bonne, mais l'État doit nous dire ce qu'a coûté l'enveloppe contribuable guinéen, sinon on est tenté de croire que, qu'est-ce qu'il dit, c'est pas pour l'intérêt du peuple mais des gouvernants. Hashtag espace GG. Nous partons cette fois-ci avec Jibril Soriba Massiré. Bonjour les grandes gueules. Je pense que cette immersion gouvernementale est une bonne idée puisqu'elle permet aux différents ministres donc de toucher du doigt les réalités de l'intérieur du pays, mais il faudrait qu'elle se traduise par des actes concrets depuis qui font Carrefour. Nous continuons toujours avec vos tweets. CC Jean-Louis Lois, le bourgeois nous écrit: bonjour Diadia, l'immersion des membres du gouvernement à l'intérieur du pays a permis de toucher du doigt les réalités, les quelques problèmes, il veut dire, auxquels les Guinéens donc sont confrontés. Les apports établis de ces cadres des ministères doivent donc être évalués et solutionnés pour le bien de tous. Hashtag espace GG. Toujours sur Twitter avec Tierno Angelus Lombé, il dit: bonjour les grandes gueules, il faut dire que nos ministres ne connaissent pas ou ne s'imprègnent pas de leur cahier de charges. Le CNT a fait une immersion à l'intérieur du pays. Qu'en est-il du rapport? Il pose la question. Le CNRD en revient. Quand sera-t-il? Sinon, tous voyagent et connaissent les réalités. On continue toujours sur Twitter avec Noumou cette fois. Bonjour Madame So, c'est bien que le président et ses ministres se déplacent pour toucher du doigt la réalité. Espérons qu'après les choses vont donc se bouger afin que ceux qui sont à l'intérieur ne se sentent pas comme s'ils étaient dans la capitale. Le colonel doit y veiller. Hashtag espace GG. Abdourahman Termessé nous écrit également: cette immersion gouvernementale n'aura servi que si elle produit un résultat escompté. On est habitué aux beaux discours et aux initiatives qui ne produisent rien au final. Il faut joindre l'acte à la parole. Toujours sur Twitter, nous continuons avec vos différentes réactions. Patekourou, tout le problème de ce gouvernement, c'est le manque de communication. Il faut aider le peuple à surmonter le doute, assurer et rassurer. Cette immersion du gouvernement est salutaire. Wait and see, la zone rurale souffre dans tous les domaines. À méditer, nous dit donc Patekourou sur Twitter. Selou Adams Diallo nous écrit également: Diadia, le problème guinéen est connu de tous. Il faut arrêter de faire semblant. L'immersion des membres du gouvernement à l'intérieur du pays, qui sait combien de milliards ont-ils dépensé? Qu'est-ce que cela va changer? Il faut plus d'action après les discours. On termine peut-être avec d'autres tweets, à moins que ce ne soit le dernier. Voilà, c'est le dernier. On continue donc avec cette émission. Antoine Kourouma, on a notre invité Eli Kamano, donc bien installé dans ce studio. On va partir avec lui. Peut-être Dramé, si vous avez le son, on va commencer par le son avant d'interroger notre invité.
barré. On va pas oublier qu'on est dans les GG. Ce sont la CEDEAO donc qui veut nous barrer. Bonjour Eli, bienvenue. Bonjour. Là je retrouve Eli. On avait oublié qu'il est artiste. Ali, je dis même Ali. Eli, c'est un excellent chanteur. Je suis jamais parti. Ah si, hein, moi j'ai eu l'impression. Tu es allé faire quoi dans la politique? Je te préfère comme non, ça. Je suis encore en politique. Je suis jamais parti. En fait, c'est vous qui ne comprenez pas le sens des termes que j'emploie. Quand je dis au revoir à la musique, c'est pas un adieu que je fais. Je reste artiste. Il y a un métier que j'aime bien dans ce monde, c'est bien l'art. Ta passion. Parce que c'est un métier pas que ma passion, mais c'est un métier qu'on peut exercer même à 70 ans. Salif Keita chante aujourd'hui. Alpha Blondy, on n'était pas nés, ils ont commencé à chanter. Ils chantent toujours. Il faut tout simplement avoir les mots qu'il faut, parce que le reggae ne s'essouffle jamais. Tant que l'Afrique, le monde connaît et rencontre des problèmes, le reggae ne peut pas s'essouffler. Voilà pourquoi Bob Marley, un peu de temps, il a défié le temps avec sa musique. Et jusqu'à présent, on continue de l'écouter. Donc, pour moi, faire de la musique, c'est une grande faveur que j'ai eue. Et avoir cette inspiration, une source d'inspiration intarissable, c'est un don que Dieu m'a fait. Et cette grâce, je profite de cela. Chaque fois que je peux écrire, griffonner quelque chose, je le fais. Comme dans cette situation. Et parlons justement de ce son qui a pour titre La route est barrée, vous adressant à la CEDEAO. Pourquoi justement? Pourquoi maintenant? Pourquoi s'adresser ainsi à la CEDEAO? Qu'est-ce que vous fustigez? Je l'ai dit, dans le morceau je l'ai dit. En fait, il faut, je dis la route est barrée. À un moment donné, il faut qu'on arrête, il faut qu'on stoppe un peu, qu'on tienne compte de l'aspiration des peuples. Parce que la CEDEAO, c'est vrai que c'est une institution sous-régionale qui supranationale, si tu voulais, mais qui est là pour réguler un peu les situations dans certains pays, quand ça ne va pas, tel que le Mali, le Burkina, la Guinée, c'est vrai, mais il y a une certaine souveraineté que nous avons. Il faut qu'on la respecte. Et en quoi faisant? En respectant la volonté du peuple qui soutient les dirigeants qui arrivent du moment. C'est-à-dire, quand on prend le cas du CNRD, le CNRD est arrivé, c'est tous les acteurs, que ce soit acteurs de la société civile, que ce soit acteurs politiques, qui ont accompagné, qui ont applaudi, qui ont acclamé le CNRD. Et je me rappelle d'ailleurs, la première délégation de la CEDEAO qui était arrivée ici avait été huée par des militants de ses opposants qui avaient demandé à leurs militants d'aller huer cette délégation. On a tous vu ça ici. Donc aujourd'hui, même si la réalité a changé au fur et à mesure. Parce que certains ne sont plus dans la grâce du CNRD, ça on peut le comprendre. C'est la politique. Tout à l'heure on va en venir, mais parlons de la CEDEAO principalement. Oui, c'est ce que je dis. Parce que dans le son, ce que je fustige, il y a parmi ces chefs d'État qui sont en train aujourd'hui de mettre la pression, qui sont en train de demander au Mali, à la Guinée et autres de revoir leur copie par rapport à la durée de leur transition. Il se trouve que parmi ces chefs d'État, il y a des promoteurs du troisième mandat et ceux-là même qui ont changé leur constitution dans leur pays et au prix de la vie de leurs concitoyens. Donc ça, il y a ces deux poids deux mesures. En fait, je ne comprends pas quels sont les critères sur lesquels modifier ou changer sa constitution ne fait pas partie justement de la charte de la CEDEAO pour, entre guillemets, rappeler à l'ordre ces chefs d'État. La CEDEAO n'agit que lorsqu'il y a des coups d'État dans le pays, pas des coups d'État constitutionnels. Ça, je ne le comprends pas. Voilà pourquoi je me dis, il faut un peu rappeler la CEDEAO sur son rôle. C'est-à-dire un rôle général, un rôle où tout président qui s'amuse à changer sa constitution, qui peut entraîner des morts, des crises, des manifestations dans son pays, doit se faire appeler à l'ordre. Et à partir de là, nous autres, on pourra respecter la CEDEAO. Alors Eli, mais est-ce que tu comprends les inquiétudes quand même quelquefois de la CEDEAO qui voudrait une transition
moins longue, qui veut éviter par exemple qu'un président de transition ne s'éternise tel qu'on l'a connu dans certains cas. Lansana Conté est venu avec un coup d'État, mais il est resté quand même 24 ans au pouvoir. Est-ce que tu comprends un peu ces alertes? Mais vous savez qu'on n'est plus... Excuse-moi de te tutoyer. Non, on peut. On n'est pas dans ce contexte. Les contextes ont changé. Aucun chef militaire ne peut aujourd'hui s'hasarder à vouloir s'éterniser au pouvoir. C'est fini ça. Les époques ont changé, la technologie a fait évoluer les choses et même les manifestations les choses sont beaucoup modérées et pondérées. Maintenant, c'est pas la même chose. Le cas du CNRD, pour moi, c'est un cas, quand la CEDEAO doit regarder des cas comme le Mali et la Guinée, elle doit aussi se pencher sur la relation que la junte a avec les populations. Est-ce que, majoritairement pris, est-ce que la junte est acceptée par les populations guinéennes? Si oui, il faut l'accompagner dans ça. Pas une transition longue, je ne suis pas non plus pour ça. Je sais que ce n'est pas un mandat, comme on le dit, mais 3 ans, c'est pas un mandat, parce qu'on était parti pour 6 ans avec Alpha Condé là. Et c'était acté, tout le monde l'avait accepté. Il y a des leaders politiques qui étaient confinés, des passeports confisqués, et certains opposants emprisonnés. Je pense que cela, on vivait avec ça. Maintenant, à mon avis, quand des gens viennent nous libérer, quand les gens viennent nous débarrasser d'un dictateur qu'on a tous combattu et qu'on a été incapable de faire tomber, les grandes gueules à ces gens, on peut bien accorder 3 ans afin que on puisse mettre en place des vraies institutions et aller aux élections. C'est tout. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de glissement. Je suis un soutien inconditionnel du CNRD. Je le dis, je l'assume. Mais si demain j'apprends ou je vois dans les actions du CNRD qu'il a envie de changer de calendrier, je serai le premier à le combattre. Alors, le glissement par exemple? Je serai le premier à le combattre. Bien, allez-y Mafouya. Moi je voudrais revenir sur la gestion des crises par la CEDEAO. C'est vrai que là on parle des coups d'État lorsqu'il y en a, mais avant ces tentations, ces changements de constitution, des présidents qui sont membres de la CEDEAO qui ont du mal. Est-ce un problème finalement d'hommes ou d'institutions? Est-ce qu'on ne va pas dire que la CEDEAO en tant que telle a tout ce qu'il faut pour jouer son rôle, mais ce sont les hommes qui sont à la tête de la CEDEAO qui posent problème, comme dans nos pays en fait. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce qu'en réalité, la CEDEAO a toutes les prérogatives, a tous les pouvoirs justement pour agir, que ce soit un coup d'État militaire, que ce soit un coup d'État constitutionnel. Ça rentre dans ses prérogatives, mais pourquoi elle ne le fait pas? C'est ça, c'est pourquoi on dit que c'est le syndicat des chefs d'État, des copains qui se sont mis ensemble pour essayer de dicter des lois au pays souverain. C'est ce que j'ai dit dans le morceau. Mais du coup, il y a des tractations aujourd'hui parce qu'il y a comme une auto-évaluation. Il y a l'ancien président Goodluck Jonathan qui avait initié des réflexions justement dans ce sens. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire à présent pour que cette CEDEAO soit une CEDEAO à la hauteur et que, quelles que soient les volontés des uns et des autres, on ne puisse pas se jouer de la CEDEAO pour faire passer... Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut que la CEDEAO fasse attention pour ne pas s'affaiblir aux yeux des autres pays. C'est pas trop tard déjà? Je viens. Non, il n'est pas trop tard. Okay. Elle peut encore se rattraper sur, sur le temps ou dans le temps. Parce que quand on prend le cas du Mali, le Mali a tenu tête à la CEDEAO. Ça a amené la Guinée à avoir aussi des velléités dans son discours. Comment il s'appelle, le colonel Amara, et le porte-parole du gouvernement, comment il s'appelle, Ousmane Gawal, le ministre Ousmane Gawal, on le sent. On sent que, voilà, ils parlent parce qu'ils sont confiants. Ils savent qu'à côté, il y a un pays comme le Mali qui a quand même tenu tête jusqu'à maintenant. Si la CEDEAO se sent forte, elle ne doit pas aller avec des sanctions tout de suite. Elle doit aller toujours avec des négociations, avec des pourparlers, pour ne pas que la Guinée, le Burkina fassent front contre elle. Parce que si ça se passe ainsi, les autres pays comprendront que la CEDEAO finalement n'a plus de force. Mais il y a quand même ces constats faits par la CEDEAO concernant le CNRD. On a vu récemment l'intervention de notre confrère Serge Daniel sur notre antenne, qui disait que lors de la réunion, la Guinée a été le pays le plus critiqué par les chefs d'État. On a dit que Doumbouya ne les respectait pas pour le fait qu'il ait proposé 3 ans de transition, sachant que le Mali avait proposé certes 5 ans, après 2 ans ça n'a pas été accepté, et la CEDEAO recommande qu'il y ait un dialogue avec les acteurs politiques guinéens, ce qui apparemment n'est pas le cas en Guinée.
Qu'est-ce que vous dites de ces recommandations faites par la CEDEAO à la Guinée par rapport au dialogue qui n'existerait pas en Guinée et par rapport également au raccourcissement de cette durée de transition? Je pense que c'est la CEDEAO qui estime qu'il n'y a pas de dialogue. Mais moi, à mon avis, le dialogue a toujours été ouvert et lancé par le CNRD. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que les politiques ont toujours demandé un cadre de dialogue exclusif, c'est-à-dire exclusivement réservé aux politiques. Moi, je pense que lorsqu'on vous appelle, on vous convie à une rencontre, que ça soit une rencontre politico-sociale ou politique, en tout cas avec d'autres acteurs, il faut venir et dire sur place. C'est ce que j'ai toujours dénoncé et c'est ce que j'ai déploré sur les politiques. Quand on vous invite, on vous convie à une rencontre, à un dialogue, que le dialogue soit maintenant ouvert à d'autres entités, venez et dites-le ouvertement que vous n'êtes pas d'accord sur le cadre de dialogue qui vous a été proposé. Je pense que cela a manqué avec nos politiques. Ils ont préféré faire recours à d'autres volets, à d'autres moyens de s'adresser au CNRD, c'est-à-dire les médias. Ils partent de la radio, ils disent non, on n'est pas d'accord avec le cadre qui a été posé. Ils disent que le cadre n'est pas sincère. C'est ce que je dis. Non, la sincérité du cadre ne peut pas être décriée dans les médias. Il faut aller discuter avec le CNRD en face du président ou en face du justement, ils veulent le CNRD comme je m'excuse. J'ai été à 2 reprises en face du président avec les acteurs politiques. Personne n'a osé poser ce cas. Ils sont allés raconter du n'importe quoi. Quel acteur politique? On vous a suivi à l'époque, c'est vrai. Lors des concertations, par exemple, lors des concertations, il y avait tous les leaders politiques, les anciens surtout. Mais c'était tout au départ. Je viens. Après ça, on nous a aussi conviés à une rencontre avec le président au palais Mohamed V. On était tous là-bas, chacun a pris la parole. Et moi, j'ai entendu les uns et les autres parler. Donc, c'est pour vous dire que lorsque l'occasion vous est donnée de rencontrer Dieu, c'est pas tous les jours qu'on le rencontre. Mais dites-lui ce que vous avez sous le cœur. Mais après... On a par exemple écouté un discours très franc de Siaka Barry quand il y a eu cette rencontre au palais qui rappelait au président ce qu'il fallait faire. Il l'invitait même à amener ceux qui boudaient la table pour venir échanger. Je peux comprendre ça. Je peux comprendre moi aussi j'avais écouté son discours. Et là, je peux comprendre son discours. Mais les autres ont préféré bouder en fait le cadre de dialogue et aller se plaindre à la CEDEAO. Mais comment comprenez-vous aujourd'hui ce désaccord qui a dans la transition? Vous l'avez rappelé à l'entame, tout le monde était d'accord avec le CNRD à la prise de pouvoir. Pour vous, qu'est-ce qui a expliqué ce divorce entre le CNRD et certains acteurs de la classe politique et sociale? Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Vous savez, il ne faut pas aller loin. Quand on prend le cas du FNDC, le divorce est parti d'où? Le divorce est parti du fait qu'on les a refusé quelques portefeuilles. On le sait. Eux-mêmes, ils réclamaient la tête du CNT. Je viens. Ils réclamaient la tête du CNT et ils réclamaient quelques portefeuilles du levier du pouvoir. Mais on ne les a pas, peut-être, le président n'a pas répondu à leur requête et ça a mené tout de suite le divorce. D'aucuns disent le contraire. Vous pensez que c'est la frustration qui les emmène à agir comme ça? Mais dans un premier temps, lorsque il était question de constituer justement les membres du CNT et tout. Vous n'êtes pas sans savoir que sur les réseaux sociaux, on faisait la promotion de Fonike Mengue afin que c'est un frère que je salue, pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais on faisait sa promotion en disant qu'il soit la tête du CNT parce que, entre guillemets, les gens estimaient qu'il le mérite par rapport au combat qu'ils ont mené. Et donc, c'est pour vous dire que si ça avait marché, si ce plan avait marché, on ne serait pas dans ce divorce aujourd'hui. Il faut qu'on se dise la vérité. Si les 10 postes demandés par le FNDC avaient été acceptés, on ne serait pas dans ce plan aujourd'hui. On est dans ce plan parce que tout simplement, des choses ont été proposées au président. Ils ont demandé à avoir 10 postes, Elie? Malheureusement pour eux, oui, ça a été dit. Malheureusement pour le FNDC, le président, il y a des personnes qui sont greffées à la marche du CNRD, des personnes qui ne veulent pas voir la tête des membres du FNDC. Des personnes. Ben oui, comme sûr. Qui par exemple? Alors moi je suis pas là. Dites-nous les noms. Vous êtes des grands enquêteurs. Non. Dites-nous les noms de ceux qui sont. Vous êtes des grands enquêteurs. Qui s'est greffé au CNRD? Tu ne veux pas les voir? Dites-nous des noms ce matin. Ils le savent. Appelez-les. Vous le diront. Dites-le nous. Ne faites pas langue de bois ce matin. Ah non. Qui selon vous n'a pas intérêt à ce que... Vous pensez qu'il y a des gens qui sont là qui n'ont pas intérêt à ce que tout se passe bien? Qui se sont greffés au CNRD? Il y a des gens qui sont greffés au CNRD qui n'ont pas intérêt à ce que le président fasse appel à certaines personnes de la société civile et même du secteur politique. Ça, c'est clair. Et ces gens, ils essayent
de jouer un peu sur le passé, ce qui s'est passé ici en Guinée, leur rapport avec les acteurs politiques et les acteurs de la société civile, et ils essayent de faire le choix dans le tas parmi ces personnes, et voilà, ils conseillent au président de... Mais justement, n'est-ce pas un piège pour un président qui veut réunir? D'après vous, comment il peut déjouer ce piège? Parce qu'après, si vous laissez la latitude à certains de vous impacter, de vous influencer, ils ont des intérêts. Et ce ne sont pas forcément les intérêts de la Guinée. Et si, après, c'est le président qu'on va voir exclure les uns et les autres pour des raisons qu'on ne connaît pas, c'est une crise, forcément. Je suis d'accord. Je suis d'accord et je reconnais, bien qu'étant un soutien inconditionnel du président et du CNRD, je reconnais que, à ce niveau, pas que le FNDC, à ce niveau, il y a des gens qui ont joué dès l'arrivée du CNRD, qui se sont greffés, comme je l'ai dit, à la marche du CNRD et qui ont prouvé au président que voilà les bons Guinéens qui sont mieux placés. Sinon, Bill Dessam est du FNDC. On a fait la prison ensemble, on a fait la marche ensemble. Le ministre de l'Agriculture. Mais il a été choisi quand même. Donc, il y a des choses qui ne sont pas... Mais comment sortir Doumbouya de cela? Parce qu'après, lorsqu'il va rester dans ça, c'est comme je le disais, on va forcément vers une crise. Vous qui êtes à côté, vous qui le rencontrez... mais il ne faut pas aussi sous-estimer des personnes aussi qui ont été choisies. Il ne faut pas aussi forcément dire non, pas les sous-estimer. Il ne faut pas aussi dire que les personnes qui n'ont pas été choisies sont les meilleures. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est le sentiment d'exclusion déjà concret qui peut créer des problèmes. C'est de cela que je parle. Je ne parle pas de la qualité des... Il y a aussi le cas de la classe politique. Oui. Aujourd'hui, vous savez que Selou, on l'a suivi avant-hier à New York, disant qu'il y a des personnes qui veulent l'exclure de la course à la présidence, qu'il n'acceptera pas, qu'il ne va pas l'accepter. Que pensez-vous aujourd'hui du contexte dans lequel nous sommes, où des acteurs politiques pensent qu'il y a des acteurs qui veulent les exclure de la course? C'est Lou contre qui plane qu'on appelle une plainte par rapport à l'affaire Guinée et tout cela. Comment voyez-vous toute cette ambiance dans cette transition? Bon, vous savez, il y a un problème en Guinée. Dès que des personnes qui traînent des casseroles sont inquiétées parce qu'ils sont leaders politiques, entre guillemets, ça crée tout de suite une extrapolation entre l'homme politique et l'administrateur qui a géré un poste dans ce pays. Selou Dalein Diallo, avant d'être leader politique, a été ministre, premier ministre, ministre des Transports et tout. Et je crois que à un moment donné, il faut qu'on arrive à dissocier les deux. Aujourd'hui, en politique, c'est vrai, mais tu peux être rattrapé par tes casseroles, tu peux être rattrapé par ton passé. Et d'ailleurs, pour moi, ça a été l'argument qui a toujours été brandi par ces politiques qui ont été... voilà, interpellé par la CRIEF. Parce que quand on prend le cas de Kassori, il savait qu'il allait être inquiété. Et automatiquement, ils ont forcé les choses au RPG. Il a été investi comme étant le président provisoire du RPG. Donc, c'est pour vous dire que nous savons un peu comment ça se passe. Pour moi, à ma place, aurait été moi, Selou Dalein Diallo, je serais venu répondre à l'appel, à la convocation. Et s'il était question d'aller en prison, je serais allé en prison. Parce que aller en politique, c'est aussi... Vous le dites facilement. C'est parce que vous êtes spécialiste de la prison en Guinée. En fait, je le dis parce que un leader politique doit s'attendre à tout. Il doit s'assumer. Mais il craint qu'il y ait des manœuvres en vue de l'écarter. Il y a eu cet élément sonore d'Ousmane Gawal qui a fuité, dans lequel on entend parler de la mise à l'écart de certains leaders politiques. Est-ce que pour vous, ce ne sont pas des éléments... Sidia aussi a fait un tweet allant dans ce sens. Justement, Sidia qui n'est pas en Guinée également, ils craignent tous qu'il y ait une manœuvre pour les écarter. Oui, mais écoutez, à mon avis, je ne pense pas que Sidia, Selou et toute cette classe et Lansana Kouyaté soient vraiment la solution après le CNRD, après la transition. C'est pas à vous de le déterminer. Ça n'engage que moi, c'est mon avis. Tu ne peux pas m'empêcher de dire ça. Non, mais Elie, tu veux dire qu'ils ne sont pas la solution, Sidia, Kouyaté, après la transition, ils ne pourront pas être la solution au problème de la Guinée. N'est-ce pas? Oui, la Guinée a un problème très profond. Et ce problème profond, pour moi, c'est Sidia, Alpha, Selou, Lansana Kouyaté, Faya Milmono qui ont été les acteurs majeurs et principaux, les promoteurs de l'ethnostratégie dans ce pays qui rattrape la Guinée chaque fois qu'il y a des élections. Donc pour moi, c'est remettre encore ces acteurs dans la course. Après la transition, ça va être la même chose, le même scénario. Et vous pensez donc qu'il faut les exclure? Donc vous êtes pour la mise à l'écart de cette génération? On doit les mettre à l'écart. Et pour compter sur qui? Pour compter sur qui? Non mais attendez, vous ne pouvez pas me demander. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas me demander ouvertement comme ça. Ce qui veut dire sur qui? Pour compter sur qui, oui. Non, attention. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, des acteurs politiques très jeunes qui sont dans la course. Sauf que cette jeunesse ne rassure pas. On a eu des éléments. Non.
la jeunesse pris globalement pris, je ne parle pas de cela. Il y a des hommes providentiels. Le providentialisme, pour moi, c'est pas la solution. Mais on ne peut pas refuser une jeunesse qui n'a pas encore fait ses preuves, une jeunesse qui est en train de se battre pour accéder au pouvoir et la comparer à une vieillesse qui a fait ses preuves, qu'on a vu à l'œuvre. Attention. On a également vu des jeunes ici à l'œuvre. Hein? Oui, je parle des politiques. En fait, ce que vous je parle des politiques. Est-ce que vous pensez que la solution de la Guinée, c'est une question de jeunesse ou de vieillesse? Dans ce contexte, le contexte dans lequel nous sommes. Là, c'est un débat générationnel. Hein. Le contexte dans lequel nous sommes, le contexte actuel, politique actuel, franchement, cette classe politique vieillissante ne peut pas être la solution au problème de la Guinée. Mais je vous assure. Qu'est-ce que vous en savez? Ce que j'en sais, c'est que aujourd'hui, l'ethnostratégie est une réalité, malheureusement, dans notre pays. Et 90% des militants de ces leaders sont constitués de leurs parents, de leur groupe ethnique. Et ça, c'est un danger pour le développement, l'émancipation d'un pays. On a vu le Rwanda, par où il est passé. On a vu la Côte d'Ivoire, par où elle est passée. Il faudrait qu'il y ait une classe politique, sincèrement, qui va se débarrasser de toute connotation ethnique, politique et communautaire, afin qu'on parvienne réellement à avoir à la tête de la Guinée un président. Est-ce que cela veut dire qu'Elie Kamano ne serait pas contre si le CNRD initiait des manœuvres en vue d'écarter des acteurs politiques, comme c'est créé actuellement? Je ne suis pas sûr que c'est des manœuvres qui sont créées pour écarter qui que ce soit. Mais je pense que c'est des faits dont on reproche à ces personnes, des faits réels, des faits qui existent. Quand vous prenez Sidia Touré, est-ce que vous avez appris que Sidia a été convoqué à la CRIEF? Très bien. Et convoqué. C'est là que je ne vous comprends pas quand vous dites que toute cette génération, il faut la mettre de côté. Mais par contre, quand on parle de jeunesse, vous dites que c'est pas tout le monde qui est à gauche. Justement, est-ce qu'au niveau aussi de cette génération, on ne trouverait pas certaines personnes qui ont géré, certes, mais qui peuvent encore reprendre ce pays? Vous savez, cet adage qui dit un esprit sain dans un corps sain, un esprit neuf dans un corps neuf, c'est pas un fait, c'est pas un hasard. Il faut que les gens comprennent que Sidia Touré, par exemple, il a plus de 75 ans. Est-ce que vous comprenez? La mémoire de l'homme est comme à l'image d'un disque dur. Quand il est plein, on te dit espace insuffisant. Il faut qu'on comprenne. Alpha avec plus de 80 ans. Attention, hein. Voilà pourquoi il nous a foutu. On a Joe Biden qui est aujourd'hui aux États-Unis. Ça pose pas de problème. De 70 ans. Attention, Joe Biden, vous ne pouvez pas comparer la démocratie américaine. Ah non, on parle de l'âge. On parle d'homme. On parle d'homme. En termes d'âge, ces gens ont fait du chemin. Nous sommes. Et tu veux dire que Sidia Touré n'a pas fait de chemin? Non, je veux parler du peuple. Et je veux parler des manœuvres qui ont été faites pour diviser ce peuple. Je veux parler de tout ce qui a été fait par ces gens pour accéder au pouvoir. Ils n'ont pas pu. Alors aujourd'hui... Mais cela ne peut pas déterminer leur incapacité à gérer... Leur incapacité intellectuelle, je n'en doute pas. Leur incapacité à gérer maintenant la Guinée, j'en doute fort. Non, mais intellectuel, c'est déjà suffisamment. Et s'ils ont la santé... Attention, non. Tu disais qu'ils ont tout fait, ils n'ont pas pu accéder au pouvoir. Est-ce que ça veut dire que c'est un handicap? Est-ce que c'est de la faute? Parce qu'une ethnie, à une seule communauté, ne peut pas accéder au pouvoir. Une seule communauté ne peut pas avoir le pouvoir. C'est ce qui, en fait, c'est ce qui a été l'handicap. Et eux, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que... Vous pensez que les élections qui se sont déroulées en Guinée, c'est un problème d'ethnie, c'est un problème de communauté qui a fait que, par exemple... Vous savez... C'est pas un problème de système, de transparence? Justement, c'est parce que le système a compris que les gens jouent sur l'ethnostratégie, que le système a réussi à faire ce qu'il a fait. Le système même est un problème. Parce que lorsque vous prenez le cas de l'UFDG, par exemple, c'est très facile de les écarter dans une élection. Très facile. Parce que tout le monde le sait. Peut-être que je le dis aujourd'hui, les gens, vous ne serez pas d'accord avec moi, mais les gens le savent. Et s'ils ne le disent pas, mais ils le pensent. Tout le monde sait que quand tu vas aux élections contre l'UFDG, tout le monde sait qu'ils sont ensemble. C'est pas mauvais, mais dans une élection nationale, quand vous vous mettez ensemble parce que vous faites 40% de la population, c'est très facile. Vous n'allez pas dire que tous les peuples étaient derrière l'UFDG. Non, laissez-moi terminer. C'est très facile. Non, c'est le système qui s'est servi de ça.
pour les taper chaque fois qu'il y a eu des élections. Pour dire, mais c'est pas avéré. C'est pas avéré même si très souvent il y a eu. On a vu des zones dans le football qui il a été parfois relevé que les élections n'ont pas été transparentes. Oui, c'est bon. C'est ce que j'ai dit. Reprises a gagné sa victoire. Sa victoire. Oui. Et là, oui. Maintenant, même 2010-2015, il n'a pas été prouvé. Parce que Cellou a dit qu'il a gagné en 2010. Et après les élections, il y a eu des révélations qui ont été faites comme quoi les élections n'ont pas été transparentes. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, maintenant, au regard de cette situation, les élections n'ont pas été transparentes. Pourquoi il n'a pas gagné? Pourquoi il n'a pas été justement à cause de la non-transparence. À cause de la non-transparence, mais aussi à cause de l'argument qui a été avancé par et aujourd'hui, ça c'est votre avis. Tu supportes cela? Tu supportes l'argument du système? Vous ne comprenez pas ce que je suis. Est-ce que tu supportes l'argument du système? Ma posture ici, dans ce studio, je suis en train de dénoncer un fait. L'ethnostratégie qui a été utilisée par ces gens et utilisée par le système pour écarter ces personnes. Et que penses-tu quand tu parles d'écarter tous ces leaders-là? Est-ce que tu penses à leurs militants qui ne sont pas quand même n'importe qui? Si on dit de les écarter d'un seul coup comme ça, quelle réaction, quelle situation ça pourrait créer dans le pays? Est-ce que tu y penses? À ce niveau, il faudrait faire attention quand on parle d'écarter les leaders. Quand je dis de les écarter, je veux ici parler de l'alternance démocratique que eux-mêmes ils ne respectent même pas au sein de leur formation politique. Lorsque vous êtes à la tête d'un parti politique, vous faites 15 ans, 16 ans, à la tête d'un parti sans congrès, ou chaque 10 ans un congrès, c'est compliqué. Il faut donner la chance aux jeunes. Dans ces partis qu'on a cités ici, ou dont on a parlé, c'est des partis qui regorgent de beaucoup de cadres, de jeunes cadres. Ousmane Gawal en est un exemple parfait. Il était au sein de l'UFDG, un homme courageux, audacieux, même si parfois, lui et moi, on ne partageait pas la même idéologie, les mêmes valeurs, mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. C'est un homme qui s'est fait remarquer et qui s'est démarqué dans le sens de l'audace. Il a affronté Alpha Condé, il faut le reconnaître. Maintenant, ce jeune intellectuel qui n'a pas été utilisé à sa juste valeur, pour moi, au sein de cette formation politique, est aujourd'hui avec le CNRD, est en train de prouver sa capacité. Maintenant, ces formations, ces leaders politiques, Lansana Kouyaté par exemple, vous le prenez aujourd'hui, au sein du PDN, il y a des jeunes qui ne feront jamais la promotion de ces jeunes. C'est un handicap. Et quand vous dites que c'est un problème générationnel, c'est vrai. Parce que nous, jeunes, on en est conscients que c'est générationnel et qu'ils ne nous feront jamais de place. C'est à nous de prendre notre place. Yaline ne répond pas à la question que j'ai posée. Les conséquences de l'exclusion de tous ces grands leaders. Les conséquences, ils n'ont qu'à chercher d'autres leaders, des jeunes leaders qui sont intellectuellement représentatif de trucs. Et puis, alors, est-ce que vous savez que l'exclusion est antidémocratique? Non, on n'exclut personne. Il parle d'alternance au sein des partis. Il y a quelque chose dont Elie ne parle pas et dont la Guinée souffre. Il demande aux partis eux-mêmes de créer l'alternance en leur sein. Il parle des formations politiques, vous parlez des leaders politiques, mais il y a quand même ce système, par exemple, dont on parle aussi souvent, qui guette, par exemple, Doumbouya. C'est des gens qui ne sont pas forcément vus, mais qui font le pays. Et qui sont capables de transformer une personne bonne personne, en une mauvaise personne. Dictateur. Par exemple, quand Alpha Condé venait, on l'a écouté quand il était député, mais c'est quelqu'un qui faisait rêver. On pensait que la Guinée dans ses mains, ça aurait beaucoup marché. C'est vrai, il a un problème personnel. Mais au-delà, il y avait autour de lui des Guinéens qui étaient là, qui connaissaient la Guinée, qui étaient censés l'aider à mieux faire les choses. Mais justement, ces personnes, on n'en parle pas. On voit plus les politiques. N'est-ce pas cela le système? Vous parlez de qui? La société. Non, je ne parle pas de qui. Je ne peux vous donner un nom. Des chefs d'État. Ces gens dont vous parliez tout à l'heure, qui sont autour de Doumbouya, qui lui disent celui-ci est bon, cet autre n'est pas bon. Non, oui. Écoutez, vous savez, tous les présidents, généralement, quand ça ne marche pas, on dit son entourage n'était pas bon. Généralement. Mais moi, je pense que c'est vrai. C'est aussi des Guinéens. C'est vrai. On ne voit que des politiques. Mais, à mon avis, aujourd'hui, le président a besoin. Le CNRD a besoin d'être accompagné. Par qui? Pourquoi? Par les Guinéens. C'est déjà fait. Par les politiques, il y a eu ce soutien. Ce qu'on craint, c'est ce qui se passe au palais. Non, je viens. Ils ont besoin d'être accompagnés. Pourquoi? Parce que cette transition, l'échouer, ne sera à l'avantage de personne. Ni du CNRD, ni du peuple de Guinée, ni des politiques. Ça ne sera à l'avantage de personne. On va se retrouver dans un autre cercle. Et ce cercle va être une autre transition. Et maintenant, ceux qui sont au palais, qui parlent dans les oreilles du président, moi je lui dirai toujours, et je le dis toujours quand j'en ai l'occasion, président, écoutez tout le monde, mais ne prenez pas tout. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit. Vous avez aussi été... Vous êtes dans ce pays il y a plus de 10 ans quand même. Il connaît tout le monde.
Il connaît tout le monde et il sait ce que chacun fait, même de loin. Donc, moi, je pense que aucune action humaine n'est pas faite. Mais les grandes actions des hommes enterrent complètement les mauvaises actions. D'accord. Dernière question sur la transition, Élie, c'est cette manifestation annoncée par le FNDC le 23. Vous avez été du FNDC, vous avez participé à des manifestations de rue. Dites-nous votre avis sur la marche. Est-ce que pour vous, elle doit avoir lieu? Est-ce que les arguments du FNDC sont fondés? Pourquoi, selon vous, comment voyez-vous la manifestation annoncée par cette le FNDC? Ouais. Et d'abord, je salue mes frères, mes amis du FNDC, mes petits frères, et j'aimerais leur dire que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'aller dans la rue. Pour aller dans la rue, ils le savent et je le sais. Pour aller dans la rue, il faut conséquemment se préparer. Déjà, qu'est-ce que vous savez? Voilà. Lorsque j'étais au FNDC, qu'est-ce que vous savez? Ce que je sais, des préparatifs. Ce que je sais, c'est que lorsque j'étais au FNDC, les leaders appellent toujours les militants à manifester dans la rue pendant que eux, ils comptent les morts à la maison. Ça, je le sais, je l'ai vécu. Et je l'ai dit lors d'une plénière. Je dis, la seule stratégie, le seul schéma qu'il nous reste aujourd'hui pour barrer la route Alpha Condé, c'est de nous mettre devant les canons de Alpha, nous leaders. Ils m'ont dit que j'étais suicidaire et que c'était vraiment suicidaire. J'ai dit, d'accord, dans ce cas, si c'est suicidaire de se mettre devant les canons, n'envoyons pas les jeunes devant les canons de Alpha Condé. Et aujourd'hui, l'histoire risque de se répéter. Pour aller en manifestation, il faut réunir des éléments. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans la grâce du CNRD que vous allez tout de suite vous lever pour aller en manifestation, appeler les enfants d'autrui dans la rue. Pourquoi tout le monde, Élie, si vous permettez, pourquoi tout le monde pense qu'en Guinée, tous les leaders d'opinion pratiquement que vous écoutez pensent que faire sortir des gens dans la rue, c'est synonyme de mort? Pourquoi ce lien? Ce lien, parce que les manifestants... Est-ce que vous pensez que le CNRD peut gérer comme Alpha Condé a géré? Parce que les manifestants parfois sont violents. Les manifestations sont violentes parfois. Est-ce que s'ils sont violents, il faut tirer? Moi, j'ai participé, par ma petite expérience, j'ai participé à plusieurs manifestations. Lorsqu'on parle de manifestations pacifiques, c'est pas possible. Je l'ai chanté en 2009, je l'ai remixé cette fois-ci. Quand il y a manifestation, ça casse. On n'a pas cette éducation civique encore de faire une manifestation pacifiquement d'un point A à un point B sans casser. C'est difficile pour nous. Ça l'a été ici pourtant, par moment. Par moment, ça l'a été, mais pas toujours. Surtout quand c'est dans un affrontement tel que celui-là. Parce que au temps de Alpha Condé, on avait quand même fait plusieurs manifestations. Mais là, ça va être le premier affrontement là. Il faut faire attention. Mais c'est pas un affrontement. Non. Pourquoi ce serait un affrontement à votre avis? Je parle d'affrontement parce que vous ne savez pas l'esprit avec lequel les gens quittent pour aller manifester. Vous ne savez pas, tout à l'heure, Mafoudia l'a dit, il y a des gens qui ont aujourd'hui cette manie de salir les pouvoirs, les régimes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons, plusieurs voies par lesquelles on peut passer pour transformer un bon dirigeant en dictateur. Hein? Et ça, laissez-moi vous dire que les manifestants guinéens, pourquoi le CNRD ne mettrait pas en œuvre des initiatives en vue d'empêcher qu'il y ait ces manifestations? Mais les raisons sont connues. Ceux qui veulent manifester, ou peut-être encadrer. Ceux qui veulent manifester, les raisons, pour moi, ne tiennent pas, ne suffisent pas pour aller dans la rue. La liste des membres du CNRD, par exemple. Ensuite, la durée de la transition. La durée de la transition, elle n'est pas forcément... Attention, elle est partagée. Et l'avis majoritairement pris, est favorable au CNRD. Vous ne pouvez pas nous dire que, parce qu'eux, ils ne sont pas d'accord sur les 3 ans, qu'on doit manifester pour ça. Moi, Élie Kamano, par exemple, je suis d'accord. Vous avez proposé combien? J'ai proposé 3 ans. Il y a un problème, et ça, c'est pas après que la charte ait fait sa proposition, c'est lorsque ça a été demandé à tous les leaders politiques d'envoyer un mémo. J'ai envoyé le mien. D'accord. Alors, on va changer de registre parce qu'on est malheureusement pris par le temps sur ce fond qu'il a eu à gérer. On ne peut pas passer à côté de cela en recevant Élie Kamano. Élie, il y a ce projet que vous avez initié récemment en faveur des artistes guinéens. Pas des artistes guinéens. Non, attention. En faveur des artistes malades. Non, pas des artistes malades. Ok, en faveur des malades. Voilà. On va le dire comme ça. Malades. Ok, des citoyens malades. Il y a eu ce projet qui a été salué par tout le monde, sauf qu'il y a eu des cris par après. Quelques-uns des malades nous ont appelés comme quoi les promesses de départ n'ont pas été respectées. Vous avez prévu 15 malades qui devaient être évacués, qui devaient être traités. Quelques-uns parmi...
Oui, évacués, Attention, traités. non. Quelques-uns parmi eux disent qu'ils n'ont pas reçu les fonds tels que ça a été prévu. Attention, d'abord, on va aller tout doucement, ok? On n'a pas beaucoup de temps pour aller tout doucement. On n'a pas prévu d'évacuer les 15 malades. Le terme évacuation est venu de moi. J'ai donné la priorité aux enfants. La preuve en est qu'une fille de 14 ans doit partir. J'ai fini de faire son passeport avec sa mère au Maroc pour se faire opérer. Ceux ou celles que je peux faire opérer ici, à la clinique internationale, parce que j'ai fait une convention avec elle, on le fera ici. On est en train de le faire ici. Maintenant, le malade, parce que quand vous dites les malades, il y a eu des cris. Mais 15 malades, il y a eu 15 malades. Oui, mais ce n'est pas les 15 malades qui sont venus crier ici à la porte du FNDP. Oui, beaucoup nous disent qu'ils ont reçu que 15 millions. Je viens, non. Alors que je suis désolé. C'est ce que nous disent. Le montant global s'élève à combien? Remettez. Le président a donné 1,2 milliard. Attendez. Remettez les choses dans leur contexte. C'est une seule personne qui est venue vous voir. Pas une seule. Je viens. Pas une seule, Elie. Et cette personne n'était même pas dans ma liste. Il y a au moins 3 personnes. Je viens. Quels sont les critères de sélection des malades? Je vais vous aider. Si vous voulez qu'on parle de ce dossier, prenez le temps. Parce que vous ne pouvez pas avoir 5 minutes pour parler de ce dossier. Quand vous parlez d'1,2 milliard, 200 millions, les 200 millions sont destinés à l'allocation du chapiteau. Les 1 milliard sont destinés et à l'organisation du spectacle. Tout ce qui rentre dedans. Et à la réalisation du clip et tous les artistes qui viennent, les transports, il y a 50 artistes, et les tenues, et les satisfecits, et les trophées, tout ce qui rentre dedans, c'est dans les 1 milliard. 1 milliard. Ensuite, oui, c'est dans les 1 milliard. Mais c'est assez suffisant pour prendre en charge des malades. Je viens. Laissez-moi finir. Allez-y. Vous ne pouvez pas parler à ma place. La personne qui est venue vous voir, j'étais parti sur 10 personnes. Sur ma page, vous pouvez aller sur ma première annonce. C'est 10 personnes. Bien. Le jeune qui est venu vous voir est venu me voir en tant que militant de mon parti. En ce moment, je n'avais pas initié ce projet. Étant malade, ayant initié ce projet, j'ai pensé à lui, j'ai appelé le médecin. Le médecin me dit, on ne peut rien pour lui. Son cas est critique, il a atteint un stade où on ne peut plus rien pour lui. Je dis non, je le mettrai quand même dedans, parce qu'il est militant de mon parti. Je vais lui faire cette faveur. C'est ainsi qu'on est monté à 15. On est malheureusement pris par le temps. Peut-être qu'on vous recevra sur un autre plateau pour parler de ce sujet plus en détail. Merci d'être passé ici. Peut-être 2 messages pour terminer. Bonjour les GG, bonjour à tous les auditeurs. Dites à Elie Kamano de s'orienter sur la chaîne musicale et non dans la politique. Je vous dis, Elie Kamano ne sait pas où aller. Ama Cyber donc qui nous envoie ce message. Oubala de Forekaria nous écrit également: bonjour Diadia, quand un homme politique fait de l'ombre dans son parti à certains de ses cadres bien représentatifs depuis une quinzaine d'années voire plus, où est la démocratie dont tu parles tant? Donc recevez mes respects, beaucoup de messages qu'on ne peut malheureusement pas tous lire ici. Merci à vous tous à l'international, merci à l'équipe des grandes gueules de ce matin, Antoine Kourouma, Mafoudi Abangoa, merci à Elie Kamano qui est passé par là, Abdoulradr Dramé qui a géré les sons du côté de la radio, merci à toute l'équipe de la régie, Vladimir Poutine, Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé, Aboubakar Foté Souma, ils sont très nombreux, Kadi Touré. À lundi donc pour un autre numéro des grandes gueules avec grand plaisir.